Un chiffre fissure le récit sécuritaire, un autre le confirme brutalement. Alors que des millions de dollars circulent pour acheter des loyautés militaires, la cohésion autour d'Ibrahim Traoré s'est paradoxalement renforcée, révélant un effet inverse à celui recherché par les pressions extérieures. Que signifie pour vous cette capacité à tenir face à une ingérence patiente, méthodique, presque obsessionnelle, incarnée aujourd'hui par Ibrahim Traoré? Si cette résistance silencieuse annonçait un basculement durable au cœur du Sahel, ce récit propose une clé de lecture précise pour comprendre comment un État exposé peut résister à des pressions financières et politiques coordonnées. En quelques minutes, le lecteur gagne une compréhension claire des mécanismes qui déterminent qui tient réellement le pouvoir lorsque l'argent, les réseaux clandestins et la diplomatie informelle entrent en collision. L'enjeu dépasse la chronique d'une crise nationale. Il s'agit de saisir comment se forment, puis se défont, les tentatives de contrôle indirect dans des espaces géopolitiques saturés d'intérêts concurrents. À travers des faits documentés, des séquences vérifiables et des données mises en perspective, l'analyse montre ce qui se joue quand la déstabilisation échoue et produit l'effet inverse. Ce qui semble être une série d'incidents révèle en réalité une architecture cohérente, pensée sur la durée, visant à infléchir une trajectoire politique jugée stratégique. Le cœur du pari est simple. Comprendre ces dynamiques permet d'anticiper les prochaines crises régionales et d'éviter les lectures superficielles. La question centrale reste ouverte. Que se passe-t-il lorsque la pression extérieure cesse d'affaiblir et commence à consolider? Plus de 10 tentatives d'assassinat recensées en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés pour implication directe. Ces deux chiffres, mis côte à côte, constituent le premier signal révélateur. La menace n'a jamais été marginale, et sa structuration dépasse largement le cadre d'une contestation interne autour d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette intensité, il faut revenir à l'année 2022, moment où le Burkina Faso entre dans une phase de turbulence aiguë. Le pays cumule alors fragilité institutionnelle, pression sécuritaire persistante et richesse en ressources naturelles convoitées. Or, cette combinaison transforme rapidement le territoire en point d'ancrage stratégique pour des acteurs extérieurs cherchant à influencer l'orientation politique du Sahel. L'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré s'inscrit donc d'emblée dans un environnement où la souveraineté devient un enjeu disputé plus qu'un principe acquis. Les premières alertes apparaissent sous forme de signaux dispersés, approches inhabituelles d'officiers intermédiaires, propositions financières opaques, promesses de soutien logistique déguisées en partenariat. Pris isolément, ces faits semblent anecdotiques. Agrégés, ils dessinent une logique cohérente d'infiltration progressive. Le recours à des intermédiaires étrangers, souvent liés à des réseaux opérant dans plusieurs pays du Sahel, indique que la pression ne relève pas d'une réaction improvisée, mais d'une stratégie patiente. L'arrestation, en novembre 2024, d'un émissaire porteur de 5 milliards de francs CFA marque un tournant symbolique. Ce montant révèle l'échelle financière mobilisée pour fracturer la chaîne de commandement militaire. Il confirme également que les tentatives de déstabilisation reposent sur des leviers matériels concrets et non sur de simples opérations d'influence narrative. Dans ce contexte, la persistance du pouvoir autour d'Ibrahim Traoré prend une signification nouvelle. Elle ne traduit pas seulement une fidélité institutionnelle, mais la capacité d'un appareil d'État à identifier puis à exposer les mécanismes mêmes de l'ingérence. La question n'est plus de savoir si la pression existe, mais pourquoi elle échoue à produire l'effet attendu. Pour saisir les effets concrets de cette pression invisible, il faut quitter les sommets de l'État et suivre les trajectoires de ceux qui servent de capteurs précoces. Le premier cas concerne un capitaine déployé dans le nord du pays, approché à plusieurs reprises
par des intermédiaires lui promettant une somme exceptionnelle en échange d'un rééquilibrage du commandement. Son refus, signalé directement à la hiérarchie, déclenche une vérification interne qui met au jour un canal d'infiltration actif depuis des mois. Ce signal transforme une suspicion diffuse en alerte structurée. Un second épisode survient peu après, dans une unité logistique. Un officier y reçoit une proposition de soutien matériel conditionné à l'accès à des informations sensibles. L'offre paraît banale, elle ne l'est pas. L'enquête qui suit révèle des connexions avec des réseaux opérant depuis un pays voisin du Sahel, confirmant que la pression s'exerce par couches successives, financières puis informationnelles. Ces cas ne sont pas isolés. Ils jouent un rôle de révélateur pour l'appareil sécuritaire. Chaque refus individuel devient une donnée collective, chaque tentative avortée affine la cartographie des réseaux adverses. À ce stade, la loyauté n'est plus seulement une vertu morale, elle devient un outil opérationnel. Autour d'Ibrahim Traoré, cette accumulation d'alertes et modifie la lecture de la situation. Le pouvoir comprend que la menace ne vise pas une décision ponctuelle, mais l'ensemble de la trajectoire politique. Les réponses s'ajustent en conséquence. Surveillance ciblée, redéploiement discret, resserrement des circuits d'information. En clair, voici ce qui compte. La résistance individuelle change l'équilibre stratégique. Au départ, la pression reste diffuse, presque imperceptible. Avant 2023, les approches prennent la forme de conversations feutrées, de propositions ambiguës, de contacts présentés comme opportunités. Puis, la dynamique change. Après l'installation durable d'Ibrahim Traoré au sommet de l'État, les tentatives cessent d'être exploratoires et deviennent opérationnelles. Les offres financières augmentent, les intermédiaires se multiplient et les cibles sont choisies avec davantage de précision. La phase d'activation se cristallise lorsque plusieurs officiers intermédiaires signalent simultanément des propositions similaires. Argent liquide, promesse de promotion accélérée, garantie de protection internationale. Le schéma se répète. Cette répétition est le premier indicateur d'une coordination externe. Les services de sécurité comprennent alors que la pression n'est plus opportuniste, mais structurée autour d'un objectif clair. Provoquer des défections synchronisées pour fragiliser la chaîne de commandement. La montée en intensité s'observe au fil des mois. Les réseaux affinent leurs méthodes. Les approches deviennent plus discrètes, mieux ciblées. Les montants proposés augmentent. L'argent circule par des canaux transfrontaliers, parfois sous couvert d'activités commerciales légales. À mesure que les refus s'accumulent, la stratégie se durcit. Les contacts ne cherchent plus seulement à convaincre, ils testent les failles, évaluent les réactions, cartographient les loyautés. Le point de bascule survient lorsque les autorités interceptent une tentative de contact direct avec des commandants de bataillons occupant des positions stratégiques. Cette fois, l'opération ne vise plus une influence progressive, mais une rupture rapide. Les interrogatoires révèlent l'existence de fonds importants déjà mobilisés, prêts à être distribués en quelques heures. L'objectif est explicite: provoquer un choc institutionnel avant que les contre-mesures ne se renforcent. La réponse de l'État est immédiate. Les unités sensibles sont redéployées. Les circuits d'information sont centralisés. Les officiers sous surveillance sont discrètement écartés de postes critiques. Cette réaction rapide empêche la synchronisation recherchée par les réseaux adverses. Mais elle déclenche un effet secondaire. La pression se déplace sur le terrain diplomatique. À l'extérieur, les discours changent de tonalité. Certains acteurs évoquent soudain la fragilité institutionnelle du pays. D'autres alertent sur une possible dérive politique. Ces narratifs fonctionnent comme une extension de la pression initiale, cherchant à isoler le pouvoir et à légitimer a posteriori les tentatives de déstabilisation.
Le paroxysme est atteint lorsqu'une tentative de coup de force éclate sur deux axes distincts. D'un côté, un groupe tente de prendre le contrôle d'une infrastructure stratégique. De l'autre, une manœuvre vise un accès sensible au centre du pouvoir. Les forces loyales, alertées à temps, neutralisent l'opération en quelques minutes. Les affrontements restent limités, mais les documents saisis confirment l'ampleur du réseau impliqué. Après le choc, les répliques sont profondes. Les arrestations se multiplient, les complicités internes sont exposées. L'armée se referme autour de son noyau loyaliste. Autour d'Ibrahim Traoré, la séquence est relue comme une preuve. Chaque tentative de pression, loin d'affaiblir le système, a contribué à le rendre plus lisible et plus compact. Au départ, la situation relevait d'un climat de soupçon diffus. Après 2024, elle se transforme en confrontation documentée et mesurable. Ce passage d'une phase de soupçon diffus à une phase de faits mesurables constitue la clé de lecture quantitative de la crise autour d'Ibrahim Traoré, car il permet de distinguer les perceptions des faits établis. Les données issues des enquêtes sécuritaires burkinabées isolent trois mesures décisives qui structurent l'ensemble de l'affaire. La première mesure concerne le nombre total de tentatives d'assassinat identifiées depuis 2022. 2. Plus de 10 opérations distinctes ont été recensées. Ce volume d'attaque montre une pression continue et méthodique. Il ne s'agit pas d'initiatives isolées, mais d'une succession d'actions étalées dans le temps, adaptées aux contre-mesures mises en place. La répétition devient ici un indicateur stratégique. Elle signale une volonté d'usure plutôt qu'un pari sur un coup unique. La deuxième donnée clé apparaît en novembre 2024 avec la saisie d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA, destinée à acheter la défection d'officiers stratégiques. Cette somme énorme révèle l'échelle financière du projet subversif extérieur. Elle indique également que les réseaux impliqués disposent de capacités de mobilisation rapide de liquidités, élément indispensable pour provoquer des ruptures simultanées dans une hiérarchie militaire. L'argent n'est plus un moyen d'influence marginal, il devient un levier central de déstabilisation. La troisième mesure porte sur l'ampleur de l'infiltration interne. Plus de 50 officiers ont été arrêtés pour participation avérée ou tentative de coordination avec des réseaux transfrontaliers. Ce nombre élevé souligne une infiltration profonde et patiemment construite. Il montre que la stratégie adverse ne se limitait pas à quelques figures opportunistes, mais visait une pénétration progressive de différents échelons de l'appareil sécuritaire. Ces trois chiffres, replacés dans leur séquence temporelle, révèlent une dynamique cumulative. Chaque tentative avortée n'a pas réduit l'effort extérieur, elle l'a affiné. Les méthodes évoluent, les cibles se déplacent, les montants augmentent. En parallèle, les réponses de l'État gagnent en précision. Les services burkinabés passent d'une posture réactive à une doctrine anticipative fondée sur la centralisation de l'information et la surveillance ciblée des postes sensibles. Le écart mesurable apparaît alors clairement. Là où la situation initiale laissait place à des interprétations multiples, les données imposent une lecture univoque. La menace est structurée, financée et persistante. Pour Ibrahim Traoré, cette objectivation chiffrée change la nature du rapport de force. Elle permet de transformer un discours de résistance en argumentation fondée sur des preuves mobilisables à la fois en interne et sur la scène régionale. En exposant ces mécanismes, les chiffres cessent d'être de simples indicateurs techniques. Ils deviennent des révélateurs politiques, montrant comment une pression extérieure, pensée pour fragmenter, a contribué à resserrer les lignes autour du pouvoir. Deux argumentaires concurrents structurent le débat international autour de la crise burkinabé et méritent d'être présentés dans leur forme la plus robuste avant toute réfutation.
Le premier soutient qu'une influence extérieure, même clandestine, serait justifiée par l'impératif de stabilité régionale. Selon cette lecture, le Burkina Faso occupe une position critique dans l'architecture sécuritaire du Sahel. Un pouvoir perçu comme imprévisible augmenterait les risques de contagion des violences transfrontalières, menaçant les États voisins et des intérêts internationaux plus larges. Dans ce cadre, les manœuvres discrètes seraient présentées comme préventives, destinées à éviter une dégradation incontrôlée plutôt qu'à imposer une tutelle. Le second argument avance que la concentration du pouvoir entre les mains d'Ibrahim Traoré pourrait fragiliser, à moyen terme, les équilibres institutionnels internes. Cette thèse met en garde contre une centralisation excessive, susceptible d'éroder la pluralité politique et de compliquer la coopération internationale. Le Burkina Faso, en s'éloignant de certains partenariats traditionnels, risquerait alors de perdre des soutiens logistiques essentiels dans la lutte contre les groupes armés, rendant le système plus vulnérable au moindre choc interne. Ces deux positions gagnent en cohérence lorsqu'elles sont formulées ainsi. Pourtant, les données établies par les enquêtes burkinabées introduisent une contradiction majeure. Les plus de 10 tentatives d'assassinat documentées depuis 2022, la saisie de 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections et l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués démontrent que les actions observées ne relèvent pas d'une logique défensive. Elles témoignent d'initiatives proactives visant à provoquer une rupture institutionnelle rapide. De plus, si la centralisation était en soi le facteur principal d'instabilité, on aurait observé une fragmentation accélérée après les premières tentatives. Or, les faits montrent l'inverse. Chaque complot déjoué a renforcé la cohésion interne et amélioré la capacité de détection des réseaux adverses. La stabilité relative observée n'est donc pas un effet collatéral, mais la conséquence directe de la neutralisation de pressions externes structurées. La réfutation ne nie pas les risques théoriques soulevés par ces argumentaires. Elle souligne simplement que, dans ce cas précis, les preuves disponibles indiquent que la principale source d'instabilité provenait des tentatives d'ingérence elles-mêmes et non de la réponse institutionnelle qui leur a été opposée. Tout bascule lorsque la logique réelle apparaît. Le point médian de l'affaire ne réside ni dans les arrestations ni dans les flux financiers, mais dans une découverte plus discrète. Chaque tentative de pression extérieure a servi de révélateur inverse. Au lieu d'éroder le pouvoir, elle a permis d'identifier plus rapidement les failles, de cartographier les réseaux adverses et de resserrer les lignes internes autour d'Ibrahim Traoré. Cette compréhension modifie profondément la lecture de la crise. À ce stade, l'État cesse de considérer les complots comme une succession d'incidents à contenir. Il les interprète comme des signaux exploitables. Chaque approche suspecte devient une source d'information. Chaque intermédiaire identifié ouvre une fenêtre sur une architecture régionale plus large. La pression cesse d'être subie, elle est intégrée dans une logique de contre-exposition. Cette inversion de perspective change l'équilibre stratégique. Les réseaux extérieurs perdent leur avantage principal, la discrétion. Plus ils investissent, plus ils se rendent visibles, plus ils accélèrent, plus leurs connexions transnationales apparaissent. Pour le cercle dirigeant, cette dynamique confirme que la menace n'est plus seulement militaire ou financière, mais informationnelle. Autour d'Ibrahim Traoré, cette révélation agit comme un verrou. Elle justifie une doctrine de défense élargie, qui ne se limite pas à la neutralisation des acteurs internes, mais vise l'assèchement progressif des relais régionaux. Le cœur du rapport de force se déplace alors.
Il ne s'agit plus d'empêcher chaque attaque, mais de rendre toute ingérence structurellement coûteuse. Les effets de cette séquence dépassant largement les cercles sécuritaires et redessinent des équilibres tangibles pour quatre groupes distincts. Pour l'État, d'abord, l'impact est immédiat. Les arrestations successives de plus de 50 officiers imposent une réorganisation interne profonde, rotation accélérée des postes sensibles, resserrement des chaînes hiérarchiques et centralisation des flux d'informations. Cette recomposition réduit la perméabilité aux infiltrations et transforme la doctrine sécuritaire en un système plus compact, moins dépendant d'initiatives individuelles. Autour d'Ibrahim Traoré, l'appareil institutionnel gagne en lisibilité et en capacité d'anticipation. Pour les forces armées, la conséquence est double. À court terme, la crise provoque une tension interne liée aux enquêtes et aux mises à l'écart. À moyen terme, elle renforce la cohésion du noyau loyaliste. Les tentatives répétées de corruption, loin de fragmenter l'institution, clarifiant les lignes de loyauté. Les refus documentés deviennent des références internes et la vigilance s'installe comme norme opérationnelle plutôt que comme réaction exceptionnelle. Du côté de la population, l'effet est plus diffus mais tout aussi réel. La révélation d'ingérences financées à grande échelle alimente une perception partagée. La menace n'est pas seulement interne, elle vise la souveraineté collective. Cette lecture favorise une mobilisation civique discrète, marquée par une vigilance accrue autour des infrastructures sensibles et une remontée plus rapide d'informations suspectes. Le sentiment d'appartenance à un effort commun se renforce, consolidant le lien entre institutions et société. Pour les acteurs économiques, enfin, les conséquences se jouent sur deux registres. L'incertitude politique initiale entraîne une prudence accrue, notamment dans les secteurs liés aux ressources naturelles. Mais la mise au jour de flux financiers clandestins pousse aussi à un recentrage. Les entreprises nationales réévaluent leurs partenariats, privilégient des circuits plus transparents et se distancient des essais de réseaux opaques susceptibles d'être instrumentalisés. Cette clarification forcée crée paradoxalement un environnement plus prévisible pour l'investissement interne. Sur le plan régional, l'impact dépasse les frontières. Le Burkina Faso devient un cas d'étude observé par d'autres États du Sahel confrontés à des pressions similaires. La capacité d'Ibrahim Traoré à transformer une série de tentatives de déstabilisation en levier de consolidation institutionnelle est perçue comme un signal. Elle suggère qu'une résistance structurée peut modifier le calcul coût-bénéfice des ingérences transnationales. Pris ensemble, ces effets montrent que la crise n'a pas seulement produit des réponses défensives. Elle a généré une redistribution des équilibres sociaux, institutionnels et régionaux, où la visibilité accrue des mécanismes d'ingérence devient un facteur de stabilisation inattendu. Les prochains mois s'organisent autour de trois trajectoires plausibles, construites à partir des dynamiques déjà observables plutôt que d'hypothèses spéculatives. La première, dite de continuité maîtrisée, repose sur la consolidation des réformes sécuritaires engagées. Si la centralisation de l'information se maintient et si les circuits financiers suspects continuent d'être asséchés, l'appareil d'État gagne en cohérence. Dans ce scénario, la discipline militaire se stabilise, les tentatives d'ingérence deviennent plus coûteuses et la marge de manœuvre du pouvoir s'élargit sans rupture visible. La stabilité demeure relative mais fonctionnelle. La seconde trajectoire, plus favorable, suppose un élargissement régional de cette logique. Une coordination accrue avec des États voisins confrontés à des pressions similaires permettrait de mutualiser les alertes et de perturber les réseaux transnationaux. Les relais extérieurs perdraient alors l'avantage de la mobilité. Dans ce cas, le Burkina Faso
consoliderait sa position comme pôle de résistance institutionnelle, et la capacité d'Ibrahim Traoré à transformer la contrainte en levier deviendrait un facteur d'influence régionale. L'effet principal serait une baisse progressive de l'intensité des tentatives de déstabilisation. Le troisième scénario, plus dégradé, apparaît si les pressions s'adaptent plus vite que les contre-mesures. Une reconfiguration des réseaux combinant discrétion financière accrue et relais informationnels pourrait déplacer la confrontation vers des terrains moins visibles. La pression diplomatique et narrative prendrait alors le pas sur les manœuvres directes. L'objectif ne serait plus la rupture brutale, mais l'érosion graduelle de la légitimité. Ce scénario n'implique pas un effondrement immédiat, mais une fatigue institutionnelle progressive. Face à ces options, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de chercher à neutraliser chaque menace isolément, l'enjeu consiste à maintenir la lisibilité du système. Si les mécanismes de détection restent plus rapides que les capacités d'adaptation adverses, alors le coût de l'ingérence continue d'augmenter. À l'inverse, si la complexité interne se réinstalle, les marges d'influence se rouvrent. La question centrale demeure donc ouverte. Dans ce rapport de force mouvant, quelle trajectoire l'équilibre actuel rend-il la plus probable? Au-delà des cercles politiques et militaires, cette séquence touche aussi celles et ceux qui observent ces événements à distance. Comprendre ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré revient à interroger des mécanismes plus larges présents dans de nombreux États exposés aux pressions extérieures. Les dynamiques mises en lumière ne sont pas abstraites. Elles influencent la manière dont la souveraineté, la stabilité et la responsabilité internationale sont perçues. Pour un premier groupe, celui des citoyens attentifs aux affaires internationales, le cas burkinabé agit comme un révélateur. Il montre que l'ingérence ne se manifeste pas toujours par des interventions visibles, mais par des flux financiers, des réseaux discrets et des récits calibrés. Cette prise de conscience modifie la lecture des crises contemporaines en invitant à distinguer les discours de surface des logiques structurelles sous-jacentes. Un second groupe, composé d'acteurs engagés dans l'analyse ou l'action civique, y voit une leçon de méthode. L'expérience montre que la vigilance institutionnelle repose autant sur la détection précoce que sur la capacité à transformer une contrainte en information exploitable. La résistance n'est pas seulement une posture, elle dépend de procédures, de transparence interne et de continuité dans les efforts. Enfin, pour un public plus large, l'épisode rappelle que les équilibres géopolitiques ont des répercussions humaines concrètes. Derrière les chiffres et les stratégies, ce sont des sociétés entières qui subissent les effets de décisions prises loin de leur quotidien. La trajectoire observée autour d'Ibrahim Traoré souligne que la capacité d'un État à tenir sous pression influence directement le sentiment de sécurité collective. Deux gestes simples permettent d'approfondir cette compréhension. D'abord, diversifier les sources d'informations afin d'intégrer des analyses issues du terrain africain. Ensuite, accorder une attention particulière aux données vérifiables plutôt qu'aux récits émotionnels. Ces réflexes offrent une lecture plus nuancée et renforcent l'esprit critique face aux crises futures. Une sortie durable de cette séquence repose moins sur un geste spectaculaire que sur une série d'actions coordonnées, mesurables et distribuées dans le temps. Les données déjà établies imposent un cadre méthodique articulé autour de responsabilités claires. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste à consolider ces mécanismes sans transformer la défense en rigidité politique. D'abord, sécuriser la chaîne de commandement. Une rotation programmée des postes sensibles, associés à des audits internes réguliers, réduit la probabilité d'infiltration prolongée. L'indicateur clé réside dans la détection précoce d'anomalies comportementales ou financières avant qu'elles ne se transforment en ruptures opérationnelles.
Ensuite, assécher les leviers financiers externes. La mise en place d'un système de traçabilité renforcé pour les partenariats sensibles permet d'identifier les flux atypiques. Le succès se mesure par la diminution des montants non déclarés circulant dans les circuits transfrontaliers liés au secteur stratégique. Puis, élargir la coordination régionale. Le partage ciblé d'informations avec des États, confrontés à des pressions similaires, dilue l'avantage des réseaux mobiles. Le critère d'efficacité devient alors la capacité à neutraliser un intermédiaire avant qu'il ne change de territoire. Par ailleurs, intégrer la vigilance civique. Des canaux sécurisés de remontée d'informations, encadrés juridiquement, renforçant la détection sans encourager la suspicion généralisée. Le délai moyen entre signalement et vérification constitue ici un indicateur central. Enfin, encadrer les secteurs à forte valeur stratégique. La renégociation ou la sécurisation des concessions sensibles limite l'usage de l'économie comme vecteur de pression politique. Prises ensemble, ces leviers ne garantissent pas l'absence de nouvelles tentatives. Ils créent cependant un environnement où chaque pression extérieure rencontre une structure cohérente, capable d'absorber le choc et d'en exposer les mécanismes. Lorsque l'on revient aux premiers signaux apparus en arrière-plan, ces approches discrètes et ces propositions ambiguës, leur portée apparaît aujourd'hui avec une netteté nouvelle. Ce qui semblait secondaire s'est révélé décisif. Autour d'Ibrahim Traoré, chaque alerte ignorée ailleurs a été traitée comme une information stratégique, transformant des gestes isolés en une compréhension d'ensemble. Le motif qui traverse toute cette séquence est celui de la vigilance progressive. Des refus individuels aux réseaux transnationaux exposés, la trajectoire montre que la résistance ne s'est pas construite dans un moment spectaculaire, mais dans l'accumulation de décisions sobres et répétées. Chaque tentative déjouée a renforcé la capacité de lecture du système, réduisant l'espace d'action de l'ingérence extérieure. Cette dynamique donne à l'épisode burkinabé une portée symbolique plus large. Elle rappelle que la souveraineté ne se manifeste pas seulement dans les discours, mais dans la capacité à reconnaître les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des ruptures majeures. Autour d'Ibrahim Traoré, l'enchaînement des événements dessine une histoire où la pression constante n'a pas provoqué l'effondrement attendu, mais un recentrage méthodique. Et l'idée centrale à retenir est la suivante. La clarté stratégique est devenue une forme de défense. Au terme de ce parcours, une dimension demeure essentielle. Ce qui s'est joué ne relève pas seulement d'un affrontement politique, mais d'une interrogation collective sur la manière dont les sociétés réagissent aux pressions invisibles. Les mécanismes décrits invitent à dépasser la lecture événementielle pour s'intéresser aux structures, aux incitations et aux effets de retour souvent négligés. Partager ces analyses contribue à rendre visibles des dynamiques rarement exposées dans les récits dominants. Cela permet aussi de créer un espace de discussion plus informé, où les faits, les séquences et les données priment sur les impressions. Dans un environnement international saturé de narratifs concurrents, cette démarche favorise une compréhension plus fine des enjeux de souveraineté et de stabilité. La réflexion peut se prolonger de plusieurs manières. Comparer ce cas à d'autres situations régionales, interroger le rôle des réseaux financiers dans les crises contemporaines ou analyser la manière dont la visibilité modifie le calcul des acteurs extérieurs. Chaque piste ouvre un débat utile. La question finale reste volontairement ouverte. Quelles leçons durables tirer de cette séquence pour lire les prochaines recompositions géopolitiques du Sahel et au-delà?